les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Vous pourrez entendre ce soir une nouvelle dramatique de Roger de la Forêt, La Galerie des Automates, et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Régent. Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Henri Crémieux, Evelyne Kerr et Pierre Olivier, dans une nouvelle dramatique de Roger de la Forêt, La Galerie des Automates. Arthur, venez ici. Arthur. Monsieur, Avez-vous tiré les barres à toutes les fenêtres? comme chaque soir, monsieur. Avez-vous vérifié si mademoiselle Edith est bien dans sa chambre? Comme chaque soir, monsieur. Avez-vous fermé à clé toutes les portes? Comme chaque soir, monsieur. Bien, Voici le trousseau. merci. Reprenez la clé de la porte d'entrée. Et allez la rouvrir. J'attends une visite à 9h. Eh ben oui, une visite. Ça vous dérange? Pas du tout, monsieur. Tant mieux, Arthur. Je serais fâché de vous déranger. Réellement fâché, vous savez. Vous êtes bien bon, monsieur. Je comprends que cette visite vous étonne. Depuis la mort de Lady Lipton, c'est la première fois que je reçois. Ma porte est restée fermée 16 ans. Mais une nécessité impérieuse m'oblige ce soir à la rouvrir pour un vieil ami. J'en suis heureux, monsieur. Nécessité impérieuse, Arthur. Ma vie est menacée. Je dois m'attendre au pire et prendre mes dispositions. Vous me comprenez? Pas du tout, monsieur. Et vous savez bien que mes ennemis veulent m'assassiner. Je veille, monsieur. La maison est une forteresse où aucun ennemi ne peut entrer. Vous y êtes en sûreté. Je vous dis qu'ils viendront me tuer ici même. Je ne le crois pas, monsieur. Ah, vous êtes un stupide entêté. Oui, monsieur. Et mettez du charbon sur le feu. Et apportez le whisky. Oui, monsieur. Arthur, Monsieur? ce grincement est insupportable. C'est ma jambe, monsieur. Et pourquoi grince-t-elle? Parce qu'elle est artificielle, monsieur. L'été, on ne l'entend pas, mais l'hiver, le brouillard de Londres enrouille les articulations. Et mettez-y de l'huile. Impossible, monsieur, je tâcherai mon pantalon. Alors enlevez votre damnée jambe mécanique. Portez un pilon de bois. Ce ne serait pas convenable pour un maître d'hôtel de bonne maison, monsieur. Voyons, Arthur, votre mutilation est glorieuse. Vous avez perdu votre jambe à la guerre. Est-ce par coquetterie que vous voulez encore marcher sur deux pieds? Que diable, Nelson n'avait pas honte de sa manche vide. Il n'était pas maître d'hôtel, monsieur. Ben, vous non plus, Arthur. Vous avez été mon ordonnance pendant la guerre. Vous n'êtes resté dans le civil. C'est différent. Excusez-moi, monsieur, mais je ne me sens pas assez militaire pour n'avoir qu'une jambe. Eh bien alors, faites à votre guise. Mais que je n'entende plus ce grincement déplaisant. Bien, monsieur. Quand vous aurez introduit le visiteur que j'attends, vous pourrez aller vous coucher. Je fermerai moi-même la porte d'entrée. Bien, monsieur. « 8h30, Maxi. Tu dois partir maintenant. Non, encore une minute. Edith, chérie, encore un baiser. Tu sais que Père vient toujours dans ma chambre à 9h voir si je suis couchée. Je peux me cacher dans la penderie. Il est tellement soupçonneux. C'est à croire qu'il a un flair de chien policier. Il sent l'intrus à travers les portes les mieux capitonnées. Quand il vient ici après ton départ,
Il lui arrive de fouiller dans toute la chambre en reniflant comme un dogue. Mais il ne t'a jamais fait part d'aucun soupçon. J'ai l'impression qu'il sait, mais qu'il ne veut pas que je sache qu'il sait. Pourquoi ne pas tout lui avouer? Lui dire que nous nous aimons, que nous voulons nous marier. Il me fait peur, Maxi. Je suis un gentleman honorable. J'ai de la fortune, des relations et un bel avenir. Un beau parti, quoi, même pour la fille unique d'un baronnet. Il ne veut pas que je me marie. Il me tient séquestrée dans cette maison. Je crois qu'il me hait. Tu exagères, chérie. Tu ne le connais pas, c'est un fou. Il n'a qu'une passion, les automates. Sa collection est la plus riche d'Europe. La maison en est pleine, à tous les étages. C'est hallucinant de vivre dans ce monde de robots. Arthur lui-même, bien qu'en chair et en os, ressemble plus à un automate qu'à un homme. D'ailleurs, il a une jambe mécanique. Tiens, écoute. Le voilà justement qui descend l'escalier. C'est bizarre. Quoi donc? Il est déjà venu tout à l'heure, comme chaque soir, gratter à ma porte. Tu te souviens? Je lui ai dit bonsoir, et il est monté se coucher. Sa ronde avant la nuit est réglée comme un mouvement d'horlogerie. Il ferme toutes les issues de la maison, s'assure que je suis bien dans ma chambre, puis il remet le trousseau de clés à père, et va se coucher dans sa mansarde au 3e étage. Il a peut-être oublié quelque chose au rez-de-chaussée. Non, Arthur n'oublie jamais rien. S'il redescend, c'est qu'il se passe ce soir quelque chose d'extraordinaire. Tu as trop d'imagination, Edith, chérie. Chut! Le voilà qui remonte. Il s'arrête sur le palier. Vite! Cache-toi dans la penderie. Mais il n'entre jamais chez toi. Ce soir, il se passe quelque chose d'anormal. C'est encore vous, Arthur? Oui, mademoiselle. Qu'y a-t-il? Puis-je entrer? Une seconde! Vite, cache-toi. Oui. Alors, Arthur? Monsieur vous fait dire, mademoiselle, de ne pas vous inquiéter si vous entendez tout à l'heure quelqu'un entrer dans la maison. Sir Reginald attend une visite et j'ai laissé la porte de la rue ouverte. Quoi, une visite? Mais c'est la première fois de ma vie. En effet, depuis votre naissance, mademoiselle, c'est la première fois à ma connaissance qu'un visiteur entre dans cette maison. Pourquoi dites-vous « à ma connaissance » sur ce ton bizarre? C'est plutôt le mot « entre » sur lequel j'ai insisté, mademoiselle. Car à la vérité, je n'ai jamais vu entrer un étranger, mais il m'est arrivé d'en voir sortir un, plusieurs fois. Le soir, un peu avant 9 heures, il escaladait le mur du fond du jardin qui est bas et qui donne sur Willow Lane, toujours déserte à cette heure. L'avez-vous dit à père? Sir Reginald est trop porté déjà à l'inquiétude. Je n'ai pas voulu l'alarmer davantage. D'autant plus que je sais qu'il ne s'agit pas d'un voleur. Ah, vous savez. Bonne nuit, mademoiselle. Bonne nuit, Arthur. Maxi, tu as entendu? Oui? Nous sommes découverts. Et puis après? Si Arthur prévient père... Il ne le fera pas. Il est notre complice maintenant. Il est dévoué à père comme un chien. Et toi, il t'aime comme une nourrice. C'est vrai qu'il m'a vu naître et qu'il m'a élevé. Mais il est si froid, si rébarbatif. Il me fait peur. Un vieux soldat unijambiste qui passe sa vie à épousseter des automates et à servir un maître misanthrope ne peut pas avoir l'air jovial. Mais je suis sûr qu'il donnerait sa seconde jambe pour que tu sois heureuse. Si père lui donnait l'ordre de te tuer un soir dans le jardin, au moment où tu sautes le mur, il le ferait. Aussi s'arrangera-t-il pour que Sir Reginald ne lui donne jamais un tel ordre. Maxi, j'en ai assez de cette prison. Encore 10 mois de patience, ma chérie. Et tu auras l'âge légal qui te permettra de te marier, même sans l'autorisation de ton père. Mais s'il t'arrive malheur avant ma majorité? Tout ce que je risque, c'est de me fouler le pied en sautant le mur. Je te dis que si père te voit dans le jardin, il n'hésitera pas à t'abattre à coups de carabine. Il est malade de soupçons. Il croit que de mystérieux ennemis en veulent à sa vie. J'en viens à souhaiter que ce damné maniaque ait raison. Et que ses ennemis nous débarrassent de lui le plus tôt possible. Oh, Maxi, comment oses-tu? Excuse-moi, chérie. Je suis exaspéré par la barbarie de ce père, qui te séquestre et s'oppose à notre bonheur. Tu disais toi-même tout à l'heure qu'il te hait. Parfois, j'en ai le sentiment. Mais je n'oserais pas souhaiter sa mort. C'est ton père, mais ce n'est pas le mien. Pour moi, il n'est qu'un ennemi. J'en ai assez de sa tyrannie. Ne parle pas si fort, Maxi. Alors embrasse-moi si tu veux que je me taise. Il est l'heure que tu partes, chérie.
Ce soir, je vais me payer le luxe de sortir par la porte, puisqu'elle est ouverte. C'est pas prudent. Il y a tout de même moins de risque à descendre 15 marches d'escalier, traverser le vestibule, entrebâiller une porte et me trouver dans la rue, plutôt que de sauter de ta fenêtre, traverser tout le jardin et franchir le mur de Willow Lane. Tu as raison. Mais il faut attendre que l'ami de père soit arrivé. Le voici. Pour être aussi exact, ce visiteur doit être lui aussi un ancien militaire. Chut! J'entends père qui descend. C'est vous, Mortimer. Attendez. Bonjour, Reginald. Montons dans mon cabinet. Nous serons mieux pour causer. Je vous suis, mon cher. Maintenant, tu dois partir, Maxi. Mais non, je peux rester encore 1 heure. La porte d'entrée est ouverte, profites-en. J'y compte bien, mais plus tard. Ton père en a bien pour 1 heure à bavarder avec son visiteur. Un ami aussi rare qu'il n'a pas revu depuis 17 ans. Il doit en avoir des choses à se dire. Cette visite m'inquiète. J'ai l'impression d'un guet-apens. J'ai hâte que tu aies quitté la maison. Tu es craintive comme une biche. Mais qu'as-tu à redouter dans mes bras? Oublie tes terreurs. 1 heure de plus à te dire que je t'aime. C'est une chance que je ne veux pas laisser perdre. Maxi, quand pourrais-je quitter cette maison? Partir avec toi. Vivre avec toi. Bientôt, ma chérie. J'ai si peur ici. Vous voyez, Mortimer, c'est ici que je passe ma vie. J'y travaille, j'y mange, j'y dors. Mon bureau, mon atelier et ma chambre. J'ai pris tout le second étage. Arthur couche au-dessus dans une mansarde. Ma fille au premier. Ce sont les seuls êtres vivants que je supporte dans mon entourage. Toutes les autres pièces de la maison sont occupées par mes automates. Les plus beaux sont installés dans la galerie du rez-de-chaussée. Je vous les présenterai. Ah, vous verrez, ils sont passionnants à regarder vivre. Ah, vivre? Disons agir, c'est déjà bien joli. Non, non, vivre. Les robots finissent par vivre d'une vie indépendante. Ils échappent à leur créateur. C'est un spectacle hallucinant à la longue. Hallucinant, oui, ça doit être. Vous avez trouvé le terme exact. Et ne craignez-vous pas, cher ami, à force de vivre hors du monde, réduit à la seule compagnie de vos automates, de perdre un peu le sens du réel? Fou, hein? Mortimer. Vous me croyez fou parce que je préfère vivre avec des robots plutôt qu'avec des humains? Certainement, Reginald, je vois bien que vous n'êtes pas fou. Mais à vous parler franc, je vous crois possédé par une manie desséchante qui vous prive de tout contact avec vos semblables et de toute sympathie humaine. Vous ne pouvez être heureux. Je suis heureux comme Dieu le Père. Je suis le créateur. J'aime mes créatures. Et elles me le rendent bien. Un mouvement d'horlogerie est rarement aussi affectueux qu'un cœur humain. Oh, moins expansif peut-être, mais en tout cas plus sûr. J'allais même dire plus sincère. Quel homme étrange vous êtes, Reginald. Dites-moi, Mortimer, avez-vous toujours de l'amitié pour moi? Serais-je ici si je n'en avais pas? Je me suis conduit comme un mufle avec vous. Nous étions des amis intimes depuis le collège. Et puis brusquement, sans raison, j'ai rompu toute relation avec vous. Il y a 16 ans de cela. J'ai cru comprendre que la mort de Lady Lipton vous avait rendu misanthrope. Vous vous êtes enfermé dans la solitude, vous avez préféré la compagnie des automates à celle des hommes. C'est vrai. Je ne vous en veux pas, Reginald. Je vous ai plaint de tout mon cœur. Mais je vous ai conservé la même affection que dans notre jeunesse. Ma femme vous aimait beaucoup, elle aussi. Ah, c'était un être très exquis, bien digne de vous. Edith lui ressemble. Je souhaite qu'elle ait la beauté de sa mère et l'intelligence de son père. Non, elle n'a rien de mon côté. Ce serait dommage. Mortimer, si je disparaissais, est-ce que vous consentiriez à être son tuteur? Mais, votre demande me prend au dépourvu. Pensez, mon cher, que nous avons le même âge et qu'il n'y a pas de raison pour que vous partiez avant moi. Si, il y a une raison. Et puis, si mes calculs sont exacts, elle ne va pas tarder à être majeure. Dans 10 mois seulement. Ah, vous voyez bien qu'elle n'aura pas besoin de tuteur. Si, elle sera orpheline avant 10 mois. Êtes-vous malade, Reginald, condamné par les médecins?
Ah, ce sont des âmes, vous savez. Ce ne sont pas les médecins qui m'ont condamné. Ce sont mes ennemis. Vous avez des ennemis? Chut. Écoutez. Quel est ce bruit? Est-ce un de vos automates qui serait atteint de somnambulisme? Non, c'est Arthur. Sa damnée jambe mécanique grince à faire tomber les dents. Je lui avais dit d'aller se coucher sans attendre votre départ, et il est inquiet parce que la porte de la rue n'est pas fermée à clé. Il sait, lui, les dangers mortels qui me menacent. Il monte la garde. C'est un vieux soldat, vous pouvez avoir confiance en lui. J'ai encore plusieurs choses importantes et confidentielles à vous dire. Je préfère qu'il ne reste pas à portée de voix. Je vais l'envoyer coucher. Arthur, venez ici. Et Arthur, je vous avais dit que vous pouviez vous coucher sans attendre le départ de mon visiteur. J'y allais, monsieur. Bonsoir, Arthur. Vous m'en connaissez? Parfaitement, docteur Cadogan. Je suis heureux de vous revoir ici. Moi aussi, Arthur. Vous voyez, Arthur, des vieux amis ont retrouvé le chemin de la maison. Comme au temps heureux de Lady Lupton. Je m'en réjouis vivement, monsieur. Maintenant que vous avez constaté que je suis en honorable compagnie, vous pouvez aller dormir tranquille. Vous n'avez plus besoin de rien, monsieur? Non. Bonne nuit, Arthur. Bonne nuit, monsieur. À bientôt, Arthur. Au revoir, docteur. Maintenant, Mortimer, je vais tout vous dire. Hello, Popeye. Hello, Bob. Risqué ce matin, hein? Ton lait ne risque pas de tourner. Non, mais je l'ai. Au lieu de déposer mes bouteilles devant les portes, il faut que je sonne à chaque maison, que j'attende qu'on vienne m'ouvrir. Quand le thermomètre tombe au-dessous de zéro, ma tournée du matin me prend 1 heure de plus. Eh ben, tu ne perdras pas de temps au 127. La porte d'entrée est grande ouverte. Au 127? Chez Sir Reginald Lipton? Oui, en prenant ma faction à 6 heures, quand je suis venu relever mon collègue, j'ai remarqué cette porte ouverte. Et vous l'avez pas fermée? Nous autres policemen, nous n'avons pas le droit d'entrer dans les propriétés privées sans y être expressément invités. Ah, eh ben, pour un flic, vous êtes pas curieux. À la police anglaise, on apprend d'abord à respecter le mur de la vie privée des citoyens. Si Sir Reginald a laissé sa porte ouverte, il doit avoir des raisons qui ne me regardent pas. Et dites donc, Bob, vous savez à quoi il passe sa vie, Sir Reginald? On raconte qu'il fabrique des jouets mécaniques. Des jouets? On m'a dit qu'il faisait des statues animées. Hein? Que sa maison était pleine de poupées grandes comme des hommes, qui marchent, qui parlent. Il y a chez lui un policeman qui joue du bâton, une nounou qui berce un bébé, un joueur de cricket qui ne rate jamais la balle, un dompteur qui fait sauter un tigre dans un cerceau. Oui, je sais. On dit que c'est un génie de la mécanique qui fait honneur à l'Angleterre. Oui, on dit un tas de choses, mais personne n'a vu ses poupées, hein. C'est un inventeur pas sociable. Sa maison, c'est un vrai château fort, personne n'y entre jamais. Oui, eh ben, en tout cas, quelqu'un en est sorti en laissant la porte ouverte derrière lui. Oui, c'est justement ce qui me paraît bizarre, tenez. Moi qui lui porte le lait chaque matin depuis 5 ans, j'ai jamais pu seulement glisser un œil à l'intérieur. Ah. Le samedi, son cerbère me paie la note de la semaine. Sur le perron, sans me faire entrer dans le vestibule. Eh bien, Popeye, mais ce matin, tu vas pouvoir entrer? C'est pas que je sois curieux, mais rien qu'un coup d'œil dans la galerie, ça me ferait plaisir. Alors, vas-y. Tu sonnes, tu entres, tu poses ton lait, tu regardes, et tu viens me raconter ce que tu as vu. Bien sûr. Y a rien de plus simple. Mais cette porte ouverte,
Ça m'inquiète. Ce sont les automates qui te font peur? C'est bien, après tout. Sacré Popeye. Allez, j'y vais, Astrana, je n'ai pas fini ma tournée à 9h. Hein. Y a quelqu'un? Oh! Oh ben alors! Te voilà tout pâle, Popeye. Tu as vu le diable en poupée? Bob, sacré flic, c'est à toi de jouer maintenant. Il y a un homme mort allongé sur le carreau du vestibule dans une mare de sang. Qu'est-ce que tu dis? Oui, un grand vieux tout sec. C'est pas le larbin, je le connais bien. Ça doit être Sir Reginald. Alors ça me regarde. Je m'excuse d'insister, docteur, et de vous faire préciser les moindres détails, mais votre témoignage est capital, car vous êtes certainement la dernière personne à avoir vu Sir Reginald vivant. Enfin, la dernière avant l'assassin, évidemment. C'est probable, en effet, inspecteur, puisque j'ai quitté mon ami hier soir à 11h passées. Vous a-t-il raccompagné jusqu'à la porte de la rue? Oui. Nous nous sommes serrés la main sur le seuil. A-t-il fermé la porte derrière vous? Je le crois, mais je ne puis l'affirmer absolument. Ah. On a retrouvé la porte grande ouverte, et nous avons constaté que la serrure ne présentait aucune trace d'effraction. C'est une énigme troublante, vraiment troublante. Que pensez-vous d'Arthur, le domestique? Visage patibulaire, mais cœur loyal. Je crois qu'il était tout dévoué à son maître. Sir Reginald était pour vous un ami intime? Nous nous connaissions depuis le collège. Mais vous l'aviez perdu de vue depuis de nombreuses années. Depuis, 16 ans, je crois. Comment se fait-il que vous lui ayez rendu visite, justement hier soir? Il m'avait prié par lettre de passer chez lui pour affaire urgente. Vous étiez brouillé? Non, mais depuis la mort de sa femme, il s'était enfermé dans une solitude farouche, il ne voulait plus voir personne. Cette affaire urgente dont il avait à vous entretenir... C'était une requête à la fois imprévue et anodine. En tout cas, elle ne justifiait pas l'urgence de sa convocation. Peut-on savoir, docteur, de quoi il s'agissait? C'est très simple. Sir Reginald m'a demandé si j'accepterais, après sa mort, d'être son légataire universel et le tuteur de sa fille Edith. Vous avez accepté, naturellement. Je veux dire, j'ai fait d'abord quelques réserves. Edith aura 18 ans dans 10 mois. Pour qu'elle ait besoin de tuteur, il fallait supposer que son père allait mourir avant qu'elle atteigne l'âge si proche où son émancipation légale serait possible. Or, Sir Reginald avait tout juste la soixantaine et jouissait d'une robuste santé. Nous sommes du même âge. Il n'y avait pas de raison valable pour que je lui survive. Vous avez fini par accepter? Il a tellement insisté. Il m'a littéralement supplié, au nom de notre vieille amitié. Avait-il le pressentiment de sa mort? Bon, c'était pas seulement un pressentiment, c'était une certitude. Il était sûr que ses ennemis, malgré les précautions dont il s'entourait, finiraient par trouver le moyen de l'assassiner. Il me raconta une extraordinaire histoire, dont d'ailleurs je ne crus pas un traître mot. En l'écoutant, je me persuadais qu'il était atteint d'une certaine forme de délire de la persécution. Et vous avez répondu? Qu'à ma connaissance, personne d'autre n'était venu. Je vous remercie, Arthur. Il ne faut pas encore me remercier. Vous pensez bien, Arthur, que ce n'est pas Maxie qui aurait pu assassiner Père. D'ailleurs, il m'a quitté avant le départ du docteur Cadogan. Je ne sais pas de qui vous voulez parler, mademoiselle. Je ne connais personne du nom de Maxie. Ne soyez pas stupide, Arthur. Vous savez bien que Maxie est mon fiancé. C'est sans doute l'honorable gentleman que je voyais la nuit escalader le mur du jardin. Mais il était obligé de venir me voir en cachette. Je pense en effet que Sir Reginald n'aurait pas autorisé ces visites. Maintenant que Père est mort... Monsieur Maxie pourra entrer par la porte. Ce sera moins romantique, mais plus commode. Je serais heureuse, vous savez, Arthur, de pouvoir me marier selon mon cœur. Le jeune gentleman aussi doit se réjouir que l'obstacle à son bonheur ait disparu. Sans doute. La mort de Sir Reginald l'arrange bien. Mais Arthur... Mais je crois que la police anglaise finit toujours par découvrir les assassins. Je suis confus, ma petite Edith. Désolé, vraiment désolé. Père ne m'aimait pas, docteur.
Je pouvais m'attendre à ce qu'il me déshérite. Il m'avait demandé d'être son exécuteur testamentaire et il m'avait fait jurer d'observer ponctuellement ses dernières volontés. Mais je ne pouvais pas supposer qu'il vous déshériterait totalement. Vous avez entendu comme moi la lecture du testament. Si je n'avais pas juré de lui obéir, croyez bien que... Ne vous tracassez pas, docteur. Vous étiez pauvre, vous voilà riche. Moi, j'étais riche, en espoir du moins, et me voilà pauvre. Mais la vie ne me fait pas peur, car je vais me marier. Je m'en réjouis, ma chère enfant. En tout cas, jusqu'à votre mariage, que je ne peux autoriser, toujours selon les volontés de votre père qu'à votre majorité, je veillerai sur vous. Et vous ne manquerez de rien. Je vous remercie, docteur. Maintenant que nous vivons sous le même toit, je ne voudrais pas être un tuteur trop sévère. J'entends vous laisser la plus grande liberté. Soyez sûr que je n'en abuserai pas. La vie dans cette maison doit vous paraître bien austère, ma chère enfant. J'ai l'habitude, docteur. Est-ce que la présence d'Arthur ne vous importune pas? Que voulez-vous dire? Oh, rien de désobligeant pour ce vieux serviteur. Pourtant, son attitude a quelque chose d'inquiétant. Je dois avouer qu'il me fait un peu peur. Vous vous y ferez vite. Je ne peux oublier qu'il y a eu un crime dans cette maison et tant que le coupable n'aura pas été découvert... Oh, docteur, vous ne soupçonnez tout de même pas Arthur? Je ne soupçonne personne, ma chère enfant, c'est pas mon métier. C'est son bon vieux visage de doc qui vous inquiète? Il n'a pas la mine engageante. Enfin, si vous y tenez, mettez-le à la porte. Je n'en ai pas le droit. Sir Reginald m'a fait jurer de garder Arthur à mon service. Père l'aimait comme un de ses automates. Ça ne m'étonne pas, il le ressemble. Il y a dans ses gestes la même raideur saccadée. C'est peut-être son infirmité qui en est cause, sa jambe qui grince à chaque pas, ça me donne la chair de poule. Ce bruit envahit la maison, devient obsédant. Quand je l'entends pas, je prête l'oreille et je me demande où peut être Arthur. En ce moment, il marche dans la galerie au rez-de-chaussée. Vous entendez? Oui, mais il est tout le temps à se promener dans la galerie. Qu'est-ce qu'il peut bien y chercher? Demandez-le lui. Oui, c'est ça, je vais lui demander. Qu'est-ce que ça signifie? Il est tard, il est déjà 9 heures. Pourquoi se promène-t-il dans la galerie à cette heure? Venez, dites, nous allons lui dire d'aller se coucher. Vous aurez du mal à lui faire changer ses habitudes. Tous les soirs du temps de père, il faisait sa ronde de sécurité. Sécurité, c'est absurde. Sir Reginald n'a jamais connu d'autres dangers que ceux qu'il imaginait. Il a pourtant été assassiné, docteur. Hélas, ma chère enfant, hélas. Mais croyez-moi, quand la police aura découvert l'assassin, on s'étonnera peut-être de l'avoir cherché si loin alors qu'il était si près. Soupçonneriez-vous quelqu'un? J'ai une idée. Mais pas de preuve si je me tais. Par prudence, Edith, par prudence. La prudence serait au contraire de désigner l'assassin avant qu'il ait frappé une seconde fois. Vous pensez qu'il va commettre un second crime? Sans doute. Et qui serait sa prochaine victime? Ça dépend de l'intérêt qu'il guide. Mais j'imagine que ce ne peut être que vous ou moi. Ou les deux. C'est effrayant. C'est invraisemblable. Je n'entends plus Arthur. Nous allons en avoir le cœur net. Venez, Edith. Allumez l'électricité, je vous prie. La galerie est vide. Il n'y a personne. Personne? Regardez cette double rangée de tomates. Ne croirait-on pas qu'en faisant la lumière, nous les avons surpris en flagrant délit? Nous avons troublé dans un conciliabule ou un jeu mystérieux? Je vous avoue, docteur, que je ne les contemple jamais sans malaise. Ce sont pourtant de merveilleux jouets scientifiques, ma chère enfant, animés par le génie de votre père. Telle est cette poupée musicienne. Est-elle assez gracieuse? Écoutez avec quelle délicatesse elle égrène sa petite mélodie. Il suffit de remonter ce ressort. Voyez? Je trouve cette musique inhumaine. La musique n'est peut-être pas fameuse, mais les gestes de l'automate sont mécanisés avec un art. Je m'excuse, mademoiselle, de vous avoir fait peur. Oh, c'est vous, Arthur. Qu'est-ce que vous faites ici? Je termine ma ronde, docteur. Désormais, vous n'aurez plus de ronde à faire avant de vous coucher. Vous pouvez dormir tranquille. Je ne vous avais pas vu derrière cette statue du Bouddha. Ça m'a saisi. Vous montiez la garde? Je réfléchissais, mademoiselle. Vous avez raison de réfléchir, Arthur. C'est un bon exercice.
Mais je désire que vous vous promeniez le moins possible à travers la maison, surtout la nuit. Le grincement de votre jambe est fort désagréable. Sir Reginald me le reprochait aussi. Maintenant, il est mort. Miss Edith et moi-même sommes agacés par ce bruit. Bientôt, vous ne l'entendrez plus. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Arthur. Pourquoi es-tu venu par le jardin, Maxie? Tu peux passer par la porte maintenant. Le docteur Cadogan te connaît, il ne voit pas tes visites à mauvais œil. Tu es mon fiancé officiel. Je ne tiens pas tant que ça à sortir de la clandestinité. Tu es donc si romanesque? Non. Prudent, je me méfie. De qui, grand Dieu? J'ai l'impression qu'Arthur me considère comme un suspect. Puis après? Il m'épie. Et au moindre indice qu'il croira découvrir, il me dénoncera à la police. Même si tu es interrogé, tu n'auras pas de mal à te disculper. Je suis pour toi un alibi irréfutable. Tu peux aussi être un bon motif du crime. Les policiers sont logiques. Et je ne tiens pas à discuter de mon innocence avec eux. J'ai hâte que cette affreuse histoire soit terminée et oubliée. Que nous puissions nous marier, Maxie chérie. Et quitter cette maison. Mais tant que l'assassin de ton père ne sera pas arrêté, ça sera impossible. Ne dis pas ça, Maxie. Il y a des crimes parfaits dont l'auteur n'est jamais découvert. Si tu veux mon avis, l'assassin est dans cette maison. C'est impossible. Ce Mortimer, mielleux et paternel. As-tu réfléchi qu'il était pauvre et besogneux? Que c'était un médecin raté? Quand il a appris que ton père l'avait choisi comme légataire universel, il l'a tué, pour hériter plus tôt. Et puis, on n'a jamais tiré au clair la vraie raison de sa brouille autrefois avec Sir Reginald. Peut-être le haïssait-il? Non. Il est bien plus vraisemblable de penser que le mystérieux ennemi de ton père avait si peur existait réellement. Qu'aurait-il gagné à sa mort? Chut! Écoute. Voilà Arthur qui descend. C'est sa ronde du soir. Le docteur lui interdit de la faire, mais malgré tout, chaque soir, il passe au moins 1 heure dans la galerie. Qu'est-ce qu'il peut bien y faire? Peut-être qu'il attend le retour de l'assassin? Sur les lieux du crime, c'est un petit futé, ton Arthur. En tout cas, il va avoir une surprise désagréable. Car voilà le docteur Cadogan qui descend lui aussi. Tu as l'oreille fine, chérie. Il marche à pas de velours. Il a dû entendre Arthur et il veut le surprendre. On laisse ces deux vieux fous jouer à cache-cache. Et parlons de choses plus agréables. De nous, par exemple. Tu ne m'as même pas embrassé ce soir. Attends. Oh, la vilaine curieuse qui écoute aux portes. Je suis sûre que quelqu'un vient de crier en bas. En effet, il m'a semblé entendre. Un cri, une chute. Le cri, j'en suis presque certain. Il faut aller voir ce qui se passe. Oui, bien sûr. Viens vite. Qu'y a-t-il, Arthur? Il nous a semblé entendre un cri et une chute. Oui, mademoiselle. Je venais justement vous prévenir. Que s'est-il passé? Le docteur Mortimer vient d'être assassiné. Quoi? Un coup de stylet en plein cœur. C'est impossible. Venez voir. Il est tombé dans la galerie. Il est mort. Mais l'assassin, Arthur, l'assassin! Il est encore dans la maison? Oui, mademoiselle. Il ne peut pas nous échapper. Non. En effet, Arthur, il n'échappera pas cette fois. Car je ne vous lâcherai pas avant l'arrivée de la police. Allez, téléphonez. Et ne craignez rien, je le tiens à l'œil. En fait, le docteur Cadogan a été assassiné par erreur. Oui, c'est vous, Miss Edith, qui auriez dû vous trouver à sa place et recevoir le coup de stylet mortel. Oh mon Dieu, qui pouvait bien vouloir ma mort? C'est une affreuse histoire. Un engrenage criminel monté avec un génie diabolique. Mais l'assassin, le tenez-vous? Qui est-ce? Est-ce le même qui a tué Père? Oui, c'est le même. Est-ce quelqu'un que je connais? Hélas, oui. J'hésite même à vous révéler la pénible vérité. Je vous en prie. Tenez, Miss Edith, lisez d'abord ce papier. Mais c'est l'écriture de Père? Oui. Nous avons trouvé cette lettre sur le bureau du docteur Cadogan. Elle était adressée par Sir Reginald à son légataire universel. Et l'enveloppe portait la suscription à n'ouvrir que le 9e jour après l'envoi en possession. L'envoi en possession de quoi? Oh, c'est une formule juridique. Votre père avait légué par testament tous ses biens à son ami Cadogan, à charge par celui-ci d'entretenir la collection d'automates, de veiller sur vous jusqu'à votre majorité et de conserver Arthur à son service. Mais c'est seulement après l'inventaire des biens du décujus, après le paiement des droits de succession et le règlement de toutes les formalités juridiques que le docteur Cadogan a pu entrer légalement en possession de l'héritage. Cet envoi en possession a eu lieu il y a 8 jours. Vous me suivez bien? Oui, je comprends.
Mais en quoi tout cela me concerne-t-il, puisque mon père m'a déshérité? Bien, dans les papiers personnels de Sir Reginald, le docteur a trouvé des instructions minutieusement précises, un véritable planning détaillé de travail, auquel d'ailleurs il semble s'être scrupuleusement conformé. Parmi ces papiers se trouvait cette lettre qu'il a ouverte hier soir, 9 jours après l'envoi en possession, comme il lui était prescrit. Tenez, lisez maintenant cette lettre. Ceci est un testament complémentaire et secret que je vous prie, mon cher Mortimer, d'exécuter avec la plus ponctuelle fidélité. Vous allez cette nuit même réveiller Edith et la prier de descendre avec vous dans la galerie. Vous la placerez en face du Bouddha vert. Vous lui commanderez d'appuyer avec l'index de la main droite sur le nombril de la statue. Un mécanisme se déclenchera qui ouvrira une cachette dans laquelle se trouvent 20 000 livres sterling. Elle les gardera, ce sera sa dot, exempte ainsi de toute taxe. Il y a également dans la cachette un dossier rouge qui contient tous les renseignements sur les ennemis implacables qui me poursuivent de leur haine et qui, après m'avoir tué, essaieront sans doute de vous abattre à votre tour. Il est nécessaire que vous connaissiez ce secret. Le dossier est donc pour vous. J'insiste pour que ce soit bien Edith qui, en votre présence, ouvre la cachette. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est stupéfiant. J'ignorais cette cachette et le docteur ne m'a jamais demandé de l'ouvrir. Mortimer Cadogan était pauvre et même besogneux. Il a jugé que ces 20 000 livres sterling dissimulés dans la succession devaient lui revenir aussi. Son indélicatesse lui a coûté la vie, mais a sauvé la vôtre. Comment cela? Venez, approchez-vous du Bouddha. Vous allez comprendre. Vous voulez que j'ouvre la cachette? Oui. Je pense que l'assassin n'y a pas laissé les 20 000 livres. Elles n'y ont jamais été, c'était un faux appât. Faut-il appuyer quand même sur le nombril du Bouddha? Oui. Bon, dans ce cas... Non, une minute, Miss Edith, reculez-vous. Prenez cette canne. Et maintenant? Appuyez avec le bout de la canne sur le nombril de la statue. Oh mon Dieu! Si vous aviez été 1 yard plus près, vous receviez en plein cœur, mais exactement en plein cœur, un coup de stylet mortel, asséné par un bras de fer qui ne tremble jamais. C'est une diabolique invention. C'est votre père qui avait tout agencé. Quoi? Pour me tuer? Je m'excuse, Miss Edith, mais c'est l'affreuse vérité. Pourquoi père aurait-il voulu que je périsse ainsi de mort violente? Il lui suffisait pour me prouver son manque d'affection de me déshériter. Nous avons eu l'explication de tout le mystère par le dossier rouge. Comment l'avez-vous trouvé? Arthur était caché derrière le Bouddha quand le docteur Cadogan est venu hier soir déclencher le mécanisme. Il a assisté à toute la scène. Alors, en même temps qu'il donnait le coup de stylet, l'automate a laissé glisser à terre le dossier rouge. Arthur l'a ramassé, nous l'a remis. Voici ce qu'il contenait. Oh, une simple feuille? Mais qui donne la clé de l'énigme. Lisez plutôt. C'est le vrai testament de Sir Reginald. Maintenant? N'oubliez pas, Miss, que si les choses s'étaient déroulées dans l'ordre voulu par votre père, le dossier rouge serait tombé aux pieds du docteur Cadogan, au moment même où vous auriez reçu le coup de stylet en plein cœur. Non, mais lisez la suite. Maintenant, laissez-moi rire. Je suis bien vengé, Mortimer. Tu viens de tuer ta fille. Je t'oblige à conduire toi-même ta fille à l'abattoir. Car Edith est ta fille et non la mienne. Tu m'avais trompé odieusement avec ma femme, Edith est le fruit de cet adultère. Dès que j'ai connu cette trahison, j'ai organisé ma vengeance. Pour qu'elle soit parfaite, il fallait qu'elle fût posthume. Une fois mort, je te conduirai comme par la main jusqu'au meurtre de ton enfant et je me délecterai de ta souffrance. Ce soir, tout est prêt. Tu es tombé dans le piège. Tu as accepté une succession. Tu seras obligé, sans le savoir, de m'obéir jusqu'à l'assassinat. Je veux mourir content. Ma vengeance s'est engagée sur les rails de la fatalité. Mes chers automates accompliront mes desseins. J'ai monté un mécanisme semblable à celui du Bouddha vert dans le chevalier à la lance qui se trouve dans le vestibule. C'est lui qui aura l'honneur de me frapper à mort, puis viendra inéluctablement le tour de ta fille. Sans doute n'était-il pas tout à fait sain d'esprit. La jalousie lui avait troublé le cerveau. Quelle horreur, mon Dieu, quelle horreur. Certes, il y a quelque chose de satanique dans la dernière phrase de son testament. Cette dernière phrase est aussi la première. Et maintenant, laissez-moi rire. C'est devenue folle.
Oh, c'est vous, Arthur. Pourquoi riez-vous de cette manière indécente? Je ris parce que c'est moi qui ai servi jadis de commissionnaire à Lady Lipton dans ses amours coupables. Je portais ses billets et je lui rapportais les réponses. Eh bien, l'heureux élu de son cœur n'était pas le docteur Cadogan. C'était un jeune diplomate français. Qui était-ce? Son nom ne vous dirait rien. Il s'appelait Vaucanson. La Galerie des Automates, une nouvelle dramatique de Roger de Laforêt, avait pour interprète Georges Chamarade, sociétaire de la Comédie Française, dans le rôle de Sir Reginald, Henri Crémieux, le docteur Cadogan, Pierre Olivier dans le rôle d'Arthur, Evelyne Kerr, Edith, avec Roger Crouzet, Jean Bollot, André Vasselet, bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marier.